L'histoire spatiale est remplie d'événements marquants, gravés dans l'histoire, ayant impacté tout un programme pour plusieurs années. Que ce soit de brillants succès ou d'horribles accidents, leurs impacts ne sont pas négligeables et permettent d'expliquer de nombreux choix dans les décisions des agences spatiales du monde. Toutefois, aujourd'hui, on va se concentrer sur un événement en particulier qui va entièrement changer la face du spatial mondial en l'espace de quelques années et dont les conséquences se ressentent encore très largement de nos jours et se ressentiront encore pour plusieurs décennies. Autant prévenir dès maintenant, certains aspects du sujet que je vais aborder ici sont plutôt fortement politisés. Je vais essayer d'être le plus neutre possible, mais il est tout à fait probable que je puisse faire quelques erreurs d'interprétation, et je m'en excuse par avance. Cet événement en question, il s'est déroulé le 25 décembre 1991. Ah, la Russie. Comment pourrait-on décrire ce pays entièrement ? Dans l'imaginaire collectif, c'est un pays rempli de gens un peu bourrés, conduisant n'importe comment et qui possède une armée transportant des avions par hélicoptère, et qui fait un peu joujou avec tout et n'importe quoi. Mais la Russie et l'URSS, c'est aussi des fusées, des satellites, des stations spatiales, bref, tout un savoir-faire spatial. Et il est vrai que l'URSS est tout de même la première puissance spatiale mondiale, qui a lancé quasiment 60% des fusées de l'histoire, et qui a une maîtrise technologique sur certains éléments que le monde entier leur envie. Mais voilà, l'histoire du spatial soviétique et russe a bien été évidemment influencée par les événements politiques mondiaux et nationaux. Pour s'en rendre compte, jetons un petit coup d'œil sur ce graphique. Vous voyez ici le nombre de vols orbitaux réalisés par année. Comme vous le constatez, c'est assez stable, aux alentours de 90 à 100 vols par an. Après 1982, l'année record, ce chiffre va baisser légèrement, dû notamment à l'amélioration de la durée de vie des satellites. Puis tout à coup, tout s'effondre. En l'espace de 10 ans à peine, ce nombre diminue de 76%, une baisse historique du jamais vu dans le spatial toujours aujourd'hui. Et la cause en est simple, l'effondrement de l'Union soviétique. À la fin des années 80, rien ne va plus en URSS. L'influence du pays diminue à l'international et le pays se ruine de l'intérieur. Entre des programmes spatiaux complètement hors de prix, une catastrophe nucléaire à gérer et une économie à genoux, le pays est à bout de souffle. Ni la perestroïka, ni la glasnost, ni le coup d'état raté de 90 ne suffiront à sauver le pays. Petit à petit, l'Union s'effondre, et les républiques qui la constituent la quittent, les unes après les autres. Et finalement, le 25 décembre 1991, alors que la Russie s'est séparée de l'URSS quelques jours plus tôt, le Kazakhstan, dernier pays officiellement soviétique, déclare son indépendance. Le soir de Noël, Mikhail Gorbatchev annonce sa démission et la dissolution totale de l'URSS. Le pays aura lancé dans son histoire 2447 fusées vers l'orbite, un record toujours aujourd'hui inégalé. Cette date marque également la fin de toute une époque du spatial, dans des proportions que l'on ne parvenait même pas à ne serait-ce qu'imaginer à ce moment. Mais on se rendra bien vite à l'évidence, les grandes réalisations soviétiques sont désormais passées. Désormais, nous sommes en 1992, et les choses ont bien changé. Fini la stabilité relative de l'ère soviétique,
Désormais, le chaos s'est installé, et la crise financière également. Plus d'autorité du gouvernement, plus de protection sociale, plus d'éducation, plus d'emploi, explosion de la corruption, de la drogue, des bandes armées, de la mafia, bref, le pays s'enfonce dans un bourbier sans nom. La stratégie du gouvernement d'Yeltsin de réaliser une transition rapide entre le système communiste et capitaliste, dénommée la thérapie de choc, est un fiasco total. La population se retrouve souvent à la rue, sans nourriture, sans emploi, sans aucun espoir d'avenir, déambulant dans les décombres de l'ère soviétique. Les supermarchés se vident, les usines ferment. Bref, c'est le bordel. Partout. Et on est bien trop occupé à essayer de comprendre ce qu'il se passe en bas pour s'occuper de ce qu'il y a en haut. Pendant ce temps, dans la station soviétique Mir, 2 cosmonautes observent leur pays s'écrouler depuis l'orbite. Et une question se pose. La base spatiale utilisée pour les ravitailler, Baïkonour, est désormais en territoire kazakh, indépendant. Heureusement pour eux, la base de Baïkonour fonctionne toujours par une sorte d'inertie. Ils continuent à lancer des vaisseaux Soyouz et Progress, même s'ils ne savent pas trop pourquoi et pour qui ils le font, sans savoir non plus par qui ils seront payés à la fin du mois d'ailleurs. Le Kazakhstan, avant même la fin officielle de l'URSS, a réclamé à la Russie le droit d'envoyer un de ses citoyens sur Mir, en échange du droit pour les Russes d'utiliser leur base pendant quelque temps. Ainsi, Totkar Raoubakirov décollera sur Soyouz TM-13 et redescendra de la station une semaine plus tard. Mais voilà, ce passager surprise a pris la place de Sergueï Krikaliov, à qui on demande bien gentiment de rester 6 mois de plus dans la station en l'attente d'une solution. Le cosmonaute soviétique redescendra sur Terre dans un nouveau pays. Sa combinaison Sokol, flanquée des symboles communistes, fait tache dans l'ambiance morose qui s'est installée. Il est parti citoyen soviétique, il revient dans un pays en ruine. Finalement, les Russes garderont le droit d'utiliser Baïkonour jusqu'en 2050, en payant un loyer aux Kazakhs. Encore un autre exemple de cette transition complexe et brutale, les satellites écrans. Créés dans les années 80 pour transmettre la télévision par satellite aux soviétiques, ils vont être grandement impactés par la chute de l'URSS. En août 91, tout ce qui est sur le sol des républiques soviétiques appartient à ces dernières. Or, à ce moment, le satellite écran M numéro 16 se trouve à Baïkonour et devient donc propriété du Kazakhstan. La Russie ne peut donc pas le lancer, et le Kazakhstan ne possède aucun lanceur orbital. Il ne sera finalement jamais lancé. D'autres exemplaires subiront des aléas similaires, ce qui entraînera au final une coupure de télévision pour plus de 20 millions de Russes, ce pendant plusieurs semaines. Dans les années 2000, le programme écran sera purement et simplement annulé. Les programmes nationaux, comme par exemple Energia Buran ou les fusées-sondes soviétiques M100, sont immédiatement annulés. Par manque d'argent et à cause de la corruption omniprésente, les programmes restants sont limités au strict minimum et sous-financés. Un exemple parmi tant d'autres, le GPS soviétique, le GLONASS, cessa même de fonctionner normalement pendant plusieurs années. Les satellites tombaient en panne, et au sol, personne n'avait les moyens d'envoyer des unités de remplacement. Les vols orbitaux étaient limités au strict minimum. Et oui, en l'espace de quelques mois, les lanceurs sont passés de totalement gratuits dans le système soviétique à extrêmement chers. À ce moment-là, il était clair pour les ingénieurs en Russie que l'innovation n'était plus d'actualité, sauf à de rares occasions. Ce qui importait le plus, c'était de dépenser le moins possible, en essayant de recoller tous les décombres laissés par la chute de l'URSS. Les années 90 vont toutefois donner le jour à quelques beaux projets russes, comme la très ambitieuse sonde martienne Mars 96, qui ne parviendra malheureusement jamais à destination. Mais un autre élément va permettre au spatial russe de ne pas se stopper totalement. Car voyez-vous, la situation totalement chaotique et catastrophique en Russie est une aubaine pour les sociétés étrangères. Dans les années 90, le chômage était à un niveau historique. Les emplois étaient très rares et les travailleurs qui avaient la chance, entre guillemets, d'en avoir, étaient souvent payés avec ce qu'ils fabriquaient. Autant il était facile d'échanger de la vodka contre de la nourriture, autant c'était plus difficile avec des vis ou des pneus. Le spatial dans tout ça s'en sortait étrangement plutôt bien, et arrivait même à payer ses employés avec du vrai argent, mais cette paye restait bien sûr extrêmement faible. Et forcément, avoir 15% de la planète en termes de superficie qui s'ouvrait au marché mondial d'un coup, avec une main-d'œuvre peu chère, cela tire bien vite des entreprises étrangères. Beaucoup d'entreprises. Et le gouvernement, dans sa politique de libéralisation totale, se retrouva même à plusieurs moments à devoir par exemple acheter sa propre eau courante ou son propre pétrole à des sociétés étrangères, et le spatial n'y échappa pas. Les sociétés et agences d'autres pays se ruèrent sur les restes de l'Union soviétique
pour essayer d'y siphonner le plus de technologie spatiale possible. Entre-temps, les anciens bureaux d'études ont été privatisés suite à la thérapie de choc décidée par le gouvernement pour passer au système capitaliste. Et c'est bien simple. Dans les années 90, le spatial russe est à vendre. Et le gouvernement de l'époque était trop occupé à tirer au char d'assaut sur son parlement pour s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Le prix très faible de la main-d'œuvre et des lanceurs russes, lié à la crise économique en place, va faire augmenter énormément le nombre de vols commerciaux russes qui avaient été initiés dès le début de la perestroïka dans les années 80, mais qui n'avaient jusqu'alors pas rencontré un grand succès. Les deux principaux constructeurs russes, Khrushchev et RKK Energia, partent à la chasse du moindre dollar qui pourrait leur éviter de disparaître. Ainsi, ils vont placarder leurs lanceurs de publicité de toutes sortes, en allant même jusqu'à demander à des cosmonautes de faire des sorties dans l'espace avec des objets publicitaires. Mais ça ne s'arrête pas là. Énormément de technologies vont être transférées à d'autres pays pour une bouchée de pain. Pourquoi le gouvernement laissait faire ? Tout simplement car il n'avait pas vraiment le choix. Les industries russes dans les années 90 étaient majoritairement contrôlées par des oligarques, qui décidaient à eux seuls quoi faire ou non, conséquence de la capitalisation trop rapide des entreprises. C'est ainsi par exemple que la Chine racheta plusieurs moteurs provenant des lanceurs Energia et Zenit, qui servirent à la mise au point de ceux qui équipent aujourd'hui leurs longues marches 5, 6, 7 et 8. Ils s'inspirèrent aussi du célèbre vaisseau Soyouz pour les moderniser et en faire leur premier vaisseau habité, le Shenzhou. Les combinaisons que portent les taïkonautes sont d'ailleurs des dérivés des combinaisons Sokol soviétiques. La Chine tenta aussi d'acheter un moteur RD-170, le moteur à ergol liquide le plus puissant de l'histoire. Heureusement, la Russie a pu refuser, et cette technologie resta dans le pays. Mais un autre problème se posait pour la Russie des années 90. Le chômage explosait, alors qu'énormément d'ingénieurs sortent fraîchement des écoles soviétiques avec leur diplôme, et comptaient bien trouver du travail. Certains envisagèrent d'aller travailler en Iran, en Chine ou en Corée du Nord, où les conditions de vie étaient meilleures qu'en Russie d'alors. C'est pour éviter ce départ massif vers des pays considérés comme à risque par les États-Unis que ces derniers se rapprocheront de la Russie. Car oui, outre la raison invoquée ci-dessus, fabriquer certaines pièces en Russie s'avère très peu cher comme on l'a expliqué précédemment. Les États-Unis avaient l'argent, la Russie avait des technologies que les Américains n'avaient pas, et pour pas cher. Bref, c'est ainsi qu'est née la dépendance américaine aux technologies russes. Et cette situation à l'époque allait très bien aux deux pays. Que ce soit l'utilisation américaine de la station Mir, l'utilisation de moteurs RD-180 sur les lanceurs Atlas 3 et 5, la liste serait très longue. Ces projets permirent aux ingénieurs russes de pouvoir travailler dans leur pays, en limitant donc les exports de technologies vers la Corée ou l'Iran. Mais le projet le plus emblématique résultant de la situation d'alors, c'est bien sûr la Station Spatiale Internationale. Outre les valeurs de paix et de coopération qu'on aime nous communiquer, sa création résulte également d'une volonté américaine de pouvoir profiter de l'expertise des Russes dans le domaine des stations, et des Russes qui y voient là un bon moyen de faire fonctionner son économie spatiale pour peu cher. Les Russes ont déjà envoyé de nombreux modules en orbite. Encore une fois, les deux pays se sont retrouvés. Pour résumer très grossièrement, la Russie fournit les technologies et quelques modules, la NASA fournit l'argent et quelques modules. Les États-Unis poussèrent ce concept tellement loin que lorsque les Russes ne pouvaient plus avancer sur le module Zarya faute d'argent, les Américains le financèrent entièrement. D'où la présence du drapeau américain sur le module d'ailleurs. D'autres projets encore plus farfelus virent le jour, avec la création d'ILS par exemple, une compagnie américano-russe chargée de commercialiser les lanceurs Proton et Atlas. Proton devint alors l'un des principaux concurrents d'Ariane Espace. Boeing, les Russes, les Ukrainiens de chez Yuzhnoye et les Norvégiens créèrent aussi Sea Launch, une compagnie chargée de lancer les lanceurs Zenit 2 depuis la mer. Durant les années 2000, il était donc tout à fait possible et presque banal de voir passer des lanceurs ukraino-russes dans les ports de Californie. Zenit, de par son coût assez bas, et aussi de par ses caractéristiques facilement accessibles suite à la chute de l'URSS, a aussi grandement inspiré un certain ingénieur, à la tête d'une toute jeune entreprise privée de spatial pour le développement de son lanceur. Il s'agit respectivement d'Elon Musk, de SpaceX et de la Falcon 9. Un autre exemple marquant est celui de l'OKB Fakel et de ses moteurs ioniques. Après la chute, le bureau d'études a vu son carnet de commandes s'agrandir de manière impressionnante,
ce qui fait que toujours aujourd'hui, beaucoup de satellites, qu'ils soient américains, européens ou d'autres pays, utilisent des moteurs ioniques de chez Fackel. C'est par exemple le cas des satellites de la constellation OneWeb. L'Inde, de son côté, a pu faire développer au milieu des années 2000 le moteur à hydrogène équipant son lanceur GSLV par les Russes, et son futur vaisseau habité Gaganyaan, actuellement en développement, utilisera aussi plusieurs technologies russes, en ajoutant que les futurs astronautes indiens sont entraînés en Russie. La Corée du Sud, elle, réalisera son premier lanceur national en demandant tout simplement aux Russes de réaliser la majeure partie de leur fusée et une partie de la base de lancement. Les Coréens se chargèrent simplement de réaliser le petit deuxième étage à poudre et la coiffe du lanceur. Mais d'autres profitèrent également de la situation catastrophique du spatial russe dans les années 90. Ce sont les Européens. La compagnie Starsem fut créée afin de permettre aux Européens de pouvoir commercialiser des vols de Soyouz directement depuis le sol russe, depuis la base de Baïkonour. Pour cela, l'Europe financera le développement de 2 étages supérieurs dénommés Icar et Frégate. À ce jour, Starsem a lancé 34 fusées depuis le sol russe pour l'envoi de plusieurs missions scientifiques et de constellations de satellites. Mais surtout, l'Europe cherchait un lanceur moyen à lancer depuis la Guyane pour ses missions commerciales ou institutionnelles. C'est ainsi que Soyouz fit ses bagages et partit s'installer sur le sol français d'où il décolle à rythme régulier depuis 2011. Mais les Européens ne s'arrêtèrent pas là. Les Allemands fondèrent Eurocot, une compagnie chargée de commercialiser le lanceur russe Rokot à l'international, ce qu'elle fit pendant quasiment 20 ans. L'Europe chercha également, sans succès cette fois, à développer un vaisseau habité en coopération avec les Russes. Enfin, ces derniers se virent aussi confier la réalisation des parachutes qui servirent à récupérer à plusieurs reprises les EAP d'Ariane 5. Enfin bref, vous le voyez, en l'espace de quelques années, les technologies russes se sont immiscées dans absolument tous les programmes spatiaux mondiaux, sauf celui d'Israël. De nos jours, la situation en Russie s'est bien améliorée. Depuis le début des années 2000, l'argent commence à revenir très lentement dans le spatial qui en manquait cruellement. Les publicités ont disparu des lanceurs russes, et les divers projets peuvent enfin espérer potentiellement voir le jour. Maintenant que nous sommes à l'aube des années 2020, nous pouvons regarder en arrière pour faire un petit bilan. Alors, la chute de l'URSS était-elle si catastrophique ? La réponse est bien sûr oui. Ce fut un cataclysme pour les Russes et le monde entier. Les années 90 ont été une catastrophe totale à tous les égards, et la majorité des Russes vous le diront. Mais aujourd'hui, en 2020, comment s'en sortent les pays du monde par rapport aux technologies russes ? La grande gagnante est selon moi sûrement la Chine. En effet, elle a appliqué une méthode déjà bien précise et calculée pour pouvoir bénéficier des technologies soviétiques pour pas cher, sans toutefois avoir créé de dépendance vis-à-vis de la nouvelle fédération russe. L'influence de l'URSS dans le spatial chinois n'est pas si grande en réalité, mais elle est bel et bien là, et a permis au pays de s'épargner plusieurs années de développement sur certains programmes. Pour les États-Unis, le choc est rude actuellement. Et oui, l'économie russe est un peu relevée et l'achat de matériaux russes n'est plus très rentable. Or les États-Unis sont la puissance spatiale la plus dépendante de technologies étrangères pour ses lanceurs. Depuis 10 ans, les Américains font donc gentiment comprendre aux Russes qu'ils ne veulent plus d'eux, en ne renouvelant pas certains contrats d'achat notamment. Pour vous donner une idée, aujourd'hui le pays utilise des moteurs russes RD-180 sur son lanceur Atlas V. Ils dépendent aussi des Russes pour l'utilisation de l'ISS, et jusqu'à récemment pour l'envoi de leurs astronautes dans l'espace. Désormais, ils peuvent envoyer leurs propres vaisseaux nationaux, Crew Dragon ou CST-100 Starliner vers l'ISS pour aller s'amarrer à des ports d'amarrage fabriqués en Russie. Et oui, les Russes ne sont jamais bien loin, surtout aux États-Unis. Le lanceur Antares possède aussi un premier étage ukrainien et 2 moteurs russes. Et ici, il ne s'agit que d'une liste officielle. Nous n'avons aucune idée du nombre réel de technologies transférées de la Russie aux États-Unis. Bref, vous l'aurez compris, le spatial américain serait assez différent sans la chute de l'URSS. Et à cause de cette dernière, ils sont aujourd'hui très dépendants, même si cela a tendance à diminuer, de par l'émergence de nouveaux acteurs, et grâce à une volonté politique forte de s'émanciper des Russes. L'Europe a largement profité des lanceurs à bas coût de la Russie pour ses intérêts. De nos jours, il n'est à ma connaissance pas envisagé d'arrêter Starsem, la compagnie permettant de lancer depuis la Russie. Toutefois, il est prévu de remplacer les Soyouz décollant de France par des lanceurs européens, qui auraient donc dû apparaître il y a 20 ans de ça. Au final, l'utilisation de technologies russes a permis d'avoir des contrats rapidement, en plus grande quantité, mais cela a également entraîné une très forte dépendance à la Russie que l'on essaye en partie de combler, même si, contrairement aux Américains, cela n'est pas une très grande priorité.
On a une très longue histoire commune de collaboration depuis quasiment 50 ans, et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Enfin vient le cas de la Russie. Désormais sorti des catastrophiques années 90, le spatial russe peut enfin se concentrer sur des projets nationaux, au lieu de fournir les autres pays en moteurs et lanceurs. Toutefois, le pays a désormais 10 ans de retard sur beaucoup de projets, a dû en abandonner de nombreux en route, et ce retard sera très dur à compenser. L'économie russe étant quelque peu relevée, les lanceurs russes ne sont plus si bon marché pour les étrangers, et les vols commerciaux ont désormais du mal à affluer en Russie. De plus, il faut le dire, la politique russe n'a pas toujours aidé. Le rattachement de la Crimée à la Russie en 2014 a rompu tout partenariat avec l'Ukraine, entraînant la mise à la retraite de lanceurs comme Dniepr, Zénith ou Rokot. Dans les années 90, la Russie, dans une tentative désespérée de gagner quelques millions de dollars, avait converti d'anciens missiles soviétiques en lanceurs commerciaux, en allant jusqu'à lancer des smallsats américains depuis des sous-marins nucléaires russes. Dans les années 2010, la Russie a opéré un grand nettoyage et a mis à la retraite tous les lanceurs dérivés de missiles et les lanceurs possédant des pièces ukrainiennes. Désormais débarrassé de ces aberrations entre grosses guillemets des années 90, on espère que le pays pourra enfin recommencer à aller de l'avant. Et de nos jours, la Russie peut aussi bénéficier de nombreuses technologies développées pour les USA ou les Européens, en partie avec l'argent de ces pays, comme l'étage Volga dérivé de l'Icar dont nous avions parlé plus tôt, le Fregat ou le RD-180 par exemple. Pour faire une conclusion générale, je pense pouvoir dire que la chute de l'URSS a causé un immense chamboulement dans les programmes spatiaux de nombreux pays. Beaucoup de projets furent modifiés, voire annulés, car l'utilisation des technologies russes s'avérait moins chère. L'ISS n'aurait en toute logique jamais existé en tant que station internationale, et les USA n'auraient jamais été dépendants du Soyouz russe. Les Russes, eux, ont su jouer aux équilibristes pendant ces années très difficiles pour eux, et s'en sortent affaiblis. Mais le spatial russe a encore au moins le mérite d'exister. Cette vidéo a été compliquée à faire. Résumer autant de choses en si peu de temps, en s'assurant que le tout reste cohérent et compréhensible, c'est assez complexe, et j'espère y être parvenu. Je remercie d'ailleurs grandement Nicolas Pillet de la chaîne Cosmonautica d'avoir relu et corrigé le script de cette vidéo. Ce sujet mériterait amplement plus de détails que ce que j'ai pu mettre ici, et les années 90 en Russie nécessiteraient presque une série à elle toute seule. Mais quoi qu'il en soit, le savoir-faire, la volonté d'aller de l'avant et d'innover des ingénieurs soviétiques n'a pas disparu. Elle a juste été mise sur pause.